Ouais. Et selon toi, justement, si on voulait bâtir un business de vente en ligne, pour en revenir un petit peu, je réoriente un petit peu le débat, hein, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire sur ces sujets que on pourrait y passer des heures et des heures. Est-ce qu'il serait préférable de bâtir un business de vente en ligne sur la base d'un système SaaS comme Shopify ou autre, ou un système open source comme PrestaShop, et donc être totalement propriétaire de sa solution? Ouais, pour rappeler rapidement, un système SaaS, en fait, c'est tous les fichiers, le code, etc. Appartient à l'entreprise qui vous fournit la boutique en ligne, et du coup, vous n'avez pas la possibilité d'aller les modifier. Enfin, du moins pas trop. Un système open source comme PrestaShop, vous avez accès à tout le code, vous pouvez le modifier, tous les fichiers vous appartiennent et ils sont hébergés sur votre propre serveur. Donc la différence, en fait, elle se fait simplement sur la liberté que vous avez de modifier votre boutique et sur la complexité d'utiliser le système, en fait. Une boutique PrestaShop, vous allez avoir la liberté que vous voulez, et la liberté, elle va de j'utilise le système tel qu'il est et je m'adapte, je le transforme complètement de A à Z, soit via mes propres compétences, parce que soit j'aime bien apprendre le développement et je vais mettre les mains dans le cambouis, hein, comme un mécano, Ouais. soit j'ai un développeur, je contacte un développeur et je travaille avec lui, il peut me faire un truc sur mesure à partir de l'existant. C'est une solution open source comme PrestaShop vous permet de faire ça, en fait. L'autre intérêt aussi, c'est que PrestaShop, le concept de base, c'est que la solution de base n'est pas payante. Vous allez pouvoir la prendre, l'utiliser et sans aucune limite gagner de l'argent avec, sans avoir à débourser de l'argent pour PrestaShop. C'est simplement si vous achetez des fonctionnalités prédéveloppées, donc les plugins ou les modules comme moi je vends, que vous allez devoir débourser de l'argent pour avoir ce module. Shopify, qui est une solution SaaS, en fait, fonctionne différemment. C'est que vous allez payer un abonnement et du coup vous allez devoir payer cet abonnement tout le temps, plus en règle générale des commissions sur chaque vente que vous allez faire. L'avantage de ça, c'est que vous allez avoir un système qui fonctionne tout de suite, en fait. En 5 minutes, vous allez pouvoir avoir votre boutique, vous allez pouvoir ajouter vos produits et vous allez avoir quelque chose de robuste, parce que les équipes de Shopify sont toujours là pour mettre à jour leur outil, pour corriger des bugs, etc., etc. PrestaShop travaille aussi sur sa solution pour la mettre à jour, mais c'est à vous de faire les mises à jour et ça peut générer des problèmes, surtout si vous avez commencé à justement mettre les mains dans le cambouis, en fait. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je conseillerais quelqu'un qui se lance, qui n'a pas de compétences et qui n'a pas de besoin très spécifiques, de partir sur une solution comme Shopify qui va être beaucoup plus simple et qui va lui permettre de gagner de l'argent beaucoup plus vite, en fait. On peut créer sa boutique dans la journée et commencer à faire des ventes. Si on a moyen de tirer du monde dessus, on peut commencer à faire des ventes le lendemain, en fait. Avec PrestaShop, ça va être plus long, clairement plus long, et il y aura plus d'embûches pour vous lancer, en fait. Maintenant, une fois que vous êtes sur Shopify et que vous faites un bon chiffre d'affaires, rapidement, c'est pas l'abonnement qui vous embêter, c'est plutôt la commission qu'ils vont vous prendre sur les ventes. Et là, vous allez commencer à vous demander, est-ce que ça mériterait pas que justement je me débarrasse de cette commission qui me coûte assez cher. Et en fait, le calcul est assez simple à faire. En fait, c'est que vous faites des devis auprès de développeurs pour voir un petit peu combien ça vous coûterait de reproduire votre boutique actuelle pour la mettre sur un PrestaShop et rajouter les fonctionnalités que vous avez besoin en plus. Et vous regardez si rapidement vous récupérez vos commissions, si ça fait la balance, en fait, si ça fait l'équilibre, tout simplement. Donc moi je partirais plutôt sur une solution SaaS comme Shopify pour après finir sur PrestaShop et avoir beaucoup plus de liberté. Oui, voilà, c'est commencer sur un système qui est peu onéreux, mais qui demande qui est légèrement plus onéreux, pardon, comme Shopify, mais qui ne demande aucune connaissance technique. Et une fois que le business tourne, passer sur un système propriétaire, entre guillemets, ou plutôt open source comme PrestaShop, qui vous permet, vous, d'être propriétaire de votre magasin en ligne, quoi. C'est ça, parce qu'en fait, alors j'ai pas l'abonnement en tête de Shopify, mais on est peut-être à une trentaine d'euros, je pense. Oui, on doit être sur 29 euros, mais je sais plus également non plus. 29 euros par mois, et après des commissions sur vos ventes. Clairement, si vous vous lancez dans le e-commerce, la commission sur les ventes, ça va pas forcément vous poser de problème, parce que vous allez peut-être pas en faire des ventes au début, faut être conscient de ça. Et les 29 euros par mois, c'est un investissement qui est quand même ultra faible. Donc en fait, la problématique, c'est que si vous allez vers la solution gratuite qui est PrestaShop parce que vous voulez pas dépenser ces 29 euros par mois, combien de temps vous allez mettre en plus pour lancer votre boutique en prenant cette solution? Si vous mettez 1 mois et demi ou 2 mois à lancer votre boutique, les 29 euros, vous les avez déjà perdus, parce qu'en fait, vous auriez sûrement réussi à faire des ventes. En fait, vous avez peut-être réussi à faire des ventes dans vos 2-3 premiers mois
avec Shopify, vous seriez déjà lancé au bout de 2 jours, que si vous mettez 3 mois à vous lancer avec PrestaShop, bah là vous perdez des ventes pendant ces 3 mois en fait. Donc Mais finalement, d'autant que sur PrestaShop, il faudra quand même payer un hébergement à un nom de domaine. bien sûr, après Donc le coût n'est l'hébergement pas de zéro, quoi. non, le coût est pas complètement de zéro. Après, oui, c'est vrai que Shopify te fait économiser ça. Après, un hébergement mutualisé, si t'as pas un trafic de fou, ça peut suffire. Et on est sur des choses assez. OVH fait des prix relativement imbattables, il me semble. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé, mais on est à moins de 10 euros par mois sur Oui, sur sur un l'hébergement hébergement. mutualisé, bon, on n'est pas sur l'hébergement ultra performant, mais au moins ça permet d'avoir un site en ligne. Et je regardais justement les tarifs de Shopify juste pour tenir informé. Là, on est à partir de 29 dollars mensuels. On a un autre forfait à 79 dollars et enfin le dernier forfait Shopify avancé à 299 dollars par mois. Donc, s'il y a des personnes intéressées, je vous laisserai aller voir sur le site shopify.com et puis regarder un petit peu tout ça. Revenons-en à quelqu'un dans le cas de quelqu'un qui se lance en e-commerce. Est-ce que tu aurais des conseils pour un e-commerçant donc qui se lance? Comment faire face à Amazon? Parce qu'Amazon aujourd'hui c'est une grosse part de marché. J'ai plus le chiffre en tête, mais c'est vraiment une grosse part de marché du e-commerce européen et même mondial. Comment apporter plus de valeur qu'Amazon, pour vendre un produit sur son propre site? Selon toi, est-ce que tu aurais des conseils? Ouais, alors en fait là, on vient souvent vers moi avec cette question, et en fait, moi la réponse que j'ai, c'est mais pourquoi vous voulez vous mettre en face d'Amazon? C'est en fait, j'ai des clients qui viennent me voir et me disent ouais, j'arrive pas à vendre mes produits et tout, en référencement, j'arrive pas à monter, etc. Et puis tu regardes leur site et puis rapidement tu vois par exemple qu'ils ont ils ont plein de fiches produits mais elles sont toutes vides, etc. Et clairement, en référencement, c'est compliqué de référencer des fiches produits qui sont vides. Et on leur dit, mais faut déjà remplir vos fiches produits. Ils font, ouais, mais j'ai 250 000 références, c'est impossible. Et c'est là que ça commence à faire un peu tilt dans ma tête, c'est que je leur dis, mais pourquoi tu as 250 000 références? Tu veux forcément, tu veux concurrencer directement Amazon, mais toi, tu es tout seul dans ton coin, en fait. Tu pourras pas concurrencer Amazon tout seul dans ton coin. Le truc, c'est qu'il faut pas essayer de se positionner comme la grande surface qui a plein de produits, parce que ça, c'est Amazon, c'est Cdiscount, c'est éventuellement la Fnac dans le loisir. Mais faut pas essayer de concurrencer Amazon là-dessus. Amazon, c'est le roi là-dessus, en fait. Ils vendent de tout, ils vendent même tu peux même acheter ton épicerie, en fait, chez eux maintenant. Tu peux acheter ton litre de lait. Faut quand même se rappeler qu'au départ, Amazon, c'est une librairie en ligne, et c'est devenu le supermarché le plus grand du monde, en fait. Et c'est juste impossible d'essayer de les concurrencer, sauf si on a la même équipe qu'eux, en fait. Et même avec la même équipe qu'eux, on part avec beaucoup de retard. Donc il faut avoir une meilleure équipe qu'eux. Clairement, il faut essayer de se positionner comme le petit commerçant du quartier, celui qui est au coin de la rue, et qu'on va voir parce qu'on sait que chez lui, on a le conseil super top, on sait qu'on a l'accueil qui est sympa. On sait que si on achète notre produit chez lui, il n'y a jamais de problème parce que c'est toujours des bons produits. Et si jamais par le plus pur des hasards, on avait un problème, et ben il y a jamais aucun problème pour qu'il nous le rembourse et puis qu'il nous en redonne un avec les conseils qui vont avec, etc., etc. En fait, il faut se positionner comme ça parce qu'Amazon ne le fait pas, même s'ils sont assez bons ils sont quand même très bons sur les politiques de retour parce qu'ils ont des moyens, mais leurs fiches produits sont rarement top, il manque souvent des infos, et en fait, c'est une grande surface, donc on peut trouver énormément de choses, mais ils sont experts sur rien du tout, en fait. Et du coup, nous, il faut se positionner en tant que plus petit, clairement, on est plus petit qu'eux, et il n'y a pas de problème là-dessus, mais par contre, nous, on s'y connaît dans ce qu'on vend. On vend pas tout et n'importe quoi. Et justement, quand je vois des clients qui ont des milliers et des milliers de références, et que parmi leurs milliers de références, il y a, je sais pas, moi, il y a un outil en particulier, mais ils l'ont en 50 déclinaisons différentes, dont des pas bien parce que c'est moins cher, et puis d'autres des super bien parce que ils sont plus chers. Je fais, mais dans ce cas, pourquoi est-ce que vous avez pas juste 2 références? Parce que c'est intéressant de les vendre, parce qu'elles vont vraiment plaire à vos clients, plutôt que de leur vendre ceux qui sont mauvais, en fait. Le but, c'est pas d'avoir le catalogue le plus gros, le but, c'est de vendre le produit qui va plaire à votre client, en fait. Et c'est plutôt comme ça que moi, je me dirigerais pour justement ne pas avoir à concurrencer Amazon, c'est de pas jouer sur le même terrain de jeu qu'eux, c'est de pas jouer à la quantité, mais de vraiment se focaliser sur le service qu'on va rendre aux clients derrière.
D'accord, ouais. Et justement, faire du e-commerce pour toi pour 2019 et éventuellement les années à venir, faire du e-commerce, est-ce que c'est conditionné au fait de proposer, de posséder pardon, son propre site internet, comme on en parle depuis le début, ou est-ce que c'est préférable de ne passer que par des marketplaces, puisqu'il y a des e-commerçants aujourd'hui qui n'ont pas de site propriétaire, mais qui ne vendent que par le biais de marketplace. C'est deux stratégies différentes. Comment tu vois l'avenir du e-commerce de ces deux points de vue-là? Moi, je vois, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Pour moi, c'est simplement que c'est pas les mêmes objectifs derrière. Pour moi, quelqu'un qui veut créer son site e-commerce, sa propre boutique en ligne, il veut quelque chose qui fonctionne dans 5, 10, voire 15 ans et même plus. Euh, et il veut se créer sa clientèle, il veut se faire sa réputation, euh, etc., etc. Et du coup, l'idée, c'est de se dire, voilà, si je lance mon site e-commerce, c'est pas pour devenir riche demain, c'est plutôt pour éventuellement devenir riche. C'est évidemment une possibilité, c'est loin de moi l'idée de dire l'inverse, mais c'est d'avoir quelque chose de construit et qui tient la route en fait, tu vois. Contrairement à quelqu'un qui va vendre sur Amazon et qui justement va profiter en effet du trafic qu'a Amazon. Mais le problème, c'est que le trafic, il appartient à Amazon. Le jour où Amazon durcit ses règles au niveau des clients, des personnes qui sont sur sa plateforme, il va falloir être capable de subir ces règles. Le jour où d'autres concurrents viennent sur Amazon, ils vendent les mêmes produits que toi, bah t'es pas forcément avantagé par rapport à eux. Enfin voilà, et au final, les clients t'appartiennent jamais chez Amazon, c'est que ça reste toujours les clients d'Amazon. Donc en fait, t'as pas de moyen de les fidéliser, t'as pas de moyen qu'ils deviennent fans de toi parce qu'ils te connaissent même pas. Enfin voilà, tu fais quand même le jeu d'Amazon en fait. Et c'est un peu comme si on devait comparer ça avec le commerce physique, c'est un peu comme la personne qui fait des marchés et qui est là, qui est dépendante du marché. Le jour où il n'y a plus de marché, elle peut plus vendre ici. Et puis la personne qui a acheté sa boutique, qui a fait la déco de sa boutique et qui a ses clients qui viennent régulièrement dans sa boutique physique parce qu'on a confiance en elle, etc. Ouais, c'est ça. Donc en fait, en choisissant d'être uniquement sur une ou plusieurs plateformes de marché, tu fais le choix de ne dépendre, de dépendre de ces plateformes que tu maîtrises pas du tout, quoi. Contrairement à quelqu'un qui possède son site et qui en parallèle éventuellement propose ses produits sur les marketplaces, où là tu vas au moins maîtriser ce qui t'appartient, c'est-à-dire ton propre site internet. Ouais, c'est plus dur parce que clairement tu pars de rien. Avec Amazon, tu pars du trafic d'Amazon et après Ah bah oui. t'as plus de facilité éventuellement, mais au final, quand tu es sur les places de marché, tu ne construis quand même rien. Tu vois, tu construis pour la place de marché, mais pas pour toi en fait. Ouais, tout à fait. D'autant que c'est précisé dans les CGV d'Amazon que tu ne dois pas démarcher les clients qui ont commandé tes produits via Amazon, quoi, puisque ce sont les clients d'Amazon. Ah bah clairement, Amazon ne changera jamais cette règle. Ah bah non. C'est aucun intérêt pour eux. Non, tout à fait. Et si on parle un petit peu de la création de la boutique en ligne, donc toi tu nous disais que tu faisais un petit peu, beaucoup moins maintenant, mais beaucoup avant, de développement spécifique. Tu as des modules sur PrestaShop Add-on, la plateforme de vente de modules de PrestaShop. Est-ce que tu peux nous partager le pourcentage de ton chiffre d'affaires que tu réalises avec les modules PrestaShop? Et ensuite on parlera un petit peu de l'importance de ces modules pour réussir en e-commerce. Alors en termes de pourcentage, ça représente environ 50% de mon chiffre d'affaires, un peu plus de 50% de mon chiffre d'affaires, la vente de modules actuellement. En termes de chiffre d'affaires réellement, j'ai pas encore fait le calcul en fait, parce qu'on est en tout début janvier pour ceux qui écoutent le podcast. J'ai pas encore fait complètement le calcul, mais on est à plus de 50 000 euros, 55 000 euros, je crois, entre 55 000 et 60 000 euros de chiffre d'affaires avec cette partie de module, cette partie de vente de modules en fait. D'accord, donc ça montre bien que les modules, il y a vraiment une demande en face et il y a des clients. Donc là, dans notre cas, des utilisateurs de PrestaShop qui achètent des modules en plus d'avoir installé leur boutique de façon totalement gratuite. Il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment un marché quoi derrière. Mais de toute façon, tu vois, un des modules qui se vend très bien sur ma boutique, c'est un module de devis. La fonctionnalité de devis n'existe pas sur PrestaShop au départ. Pour énormément d'entreprises et surtout d'entreprises qui vont s'adresser à d'autres entreprises, le B2B, qui vendent des produits qui vont s'adresser à d'autres entreprises, la demande de devis elle est nécessaire parce que
la personne qui fait la démarche d'aller chercher le produit n'est pas la personne qui a la capacité de décision d'achat en fait derrière. Elle va être capable de faire son panier, elle va être capable de ok, comparer sur les autres des différentes boutiques et à un moment de dire ok bon bah c'est là qu'il faut qu'on achète, mais c'est pas moi qui peux sortir la carte bleue. Donc elle a besoin d'un devis à présenter à son supérieur qui va lui faire le choix d'acheter. Et en règle générale, c'est la même personne qui a fait le devis qui va faire la démarche d'acheter, mais elle n'a pas pu prendre sa décision sans passer par l'étape de devis. Et en fait, cette fonctionnalité, moi, j'ai créé un module qui fait que tu ajoutes tous tes produits dans ton panier, et au lieu de passer à la commande, en fait, tu le transformes en devis que tu pourras montrer à ton supérieur. Et après, quand tu reviens sur la boutique, tu transformes ton devis, cette fois en commande, et tu achètes le produit, ta commande. Cette fonctionnalité, je l'ai créée. Pourquoi ? Parce qu'on me l'a demandé. On me l'a demandé plusieurs fois, donc j'ai fait un module. Et le fait est que le module, je le vends moins de 100 euros, même 59 euros, 69 euros, pardon. Clairement, à développer soi-même, c'est quelque chose qui va coûter 1500, 2000, ou plus, en fait, en termes de temps, vu le nombre d'heures de travail qu'il peut y avoir sur un module comme ça, rien que pour créer la fonctionnalité, et derrière pour corriger les bugs sur d'autres versions, et puis faire qu'il soit un module vraiment stable et qui fonctionne bien, il y a énormément de travail derrière. Et un commerçant a aucun intérêt à faire développer lui-même ce genre de fonctionnalité quand il y a un module qui existe et qui répond à 80% à sa demande en fait. Surtout au prix que la différence de prix est tellement importante en fait, derrière que ça n'a pas d'intérêt pour lui en fait d'aller faire le développement. Et le mieux, et c'est ce que pas mal d'e-commerçants font, c'est qu'ils prennent mon module et quand ils ont un besoin spécifique supplémentaire à rajouter sur le module parce que il y a une fonctionnalité qui n'existe pas par rapport à leur propre site, qui correspond vraiment à leurs besoins spécifiques, eh bien ils peuvent demander d'agrémenter le module de cette fonctionnalité supplémentaire en fait. De refaire du spécifique sur la base de ton module, quoi. C'est ça. Tout à fait. Et j'en viens à la question qui suit du coup. D'après toi, donc là on était dans l'exemple d'un e-commerce B2B, donc qui s'adresse aux professionnels. Quel que soit le type de client, que ce soit B2C ou B2B, d'après toi, en général, est-il indispensable d'acheter des modules pour avoir un e-commerce qui fonctionne, qui tourne à partir d'un CMS open source, donc PrestaShop ou autre? Ou est-ce qu'on peut très bien, je parle en général, hein, forcément tous les cas sont dans la nature, mais est-ce que d'après toi, en partant d'un système open source, donc PrestaShop de base en natif, est-ce qu'on peut mettre en place un e-commerce à succès? Oui, complètement. C'est une solution qui est en elle-même, c'est une solution finie en elle-même, tu vois. C'est vraiment du supplément les modules pour moi. Tu vois, je dis la fonction de devis, elle n'existe pas sur PrestaShop. À mon sens, elle n'a pas raison d'exister vu que tout le monde n'a pas intérêt d'avoir cette fonctionnalité. Donc, ce serait pas intéressant, à mon sens, pour l'équipe de PrestaShop de rajouter cette fonctionnalité parce qu'ils vont complexifier leur outil inutilement. Et du coup, non, clairement, il y a tout ce qu'il faut pour vendre avec ça. J'ai envie de dire même pas. Les clients aussi passent aussi beaucoup de temps sur le visuel et du coup ils achètent des thèmes, ils les modifient, etc. Pourquoi pas acheter un thème? Il y en a des très bien. Et du coup là en effet il faudrait dépenser un peu d'argent, ça c'est dans les environ 100 euros on va dire. Maintenant même le thème de base de PrestaShop c'est un thème qui fonctionne. Hein, alors souvent nous en tant que gros utilisateurs PrestaShop, on en a marre de voir ce thème et on se demande pourquoi les gens le gardent. Parce qu'on est tellement on a tellement ce thème sous les yeux en permanence. Je pense que ça dedans, oui, voilà. Voilà, c'est que ça nous insupporte un petit peu au bout d'un moment de voir toujours la même chose. Mais un client qui, très franchement, un client lambda se fout complètement si votre boutique est faite sur PrestaShop ou autre chose. Et si vous avez le thème de base qui est installé avec PrestaShop, ça peut très bien fonctionner. Vous pouvez très bien vendre, il n'y a aucun problème, quoi. C'est surtout ce qu'on va raconter dans nos fiches produits. Les produits qu'on va vendre, etc., qui va déterminer la vente. Après, les fonctionnalités supplémentaires, c'est du plus par rapport à une base déjà fonctionnelle en fait. Ouais. Et si tu étais face à quelqu'un qui veut se lancer, qui veut créer sa boutique en ligne à partir de PrestaShop, d'après toi, si tu additionnes tous les coûts de développement, d'achat éventuel de modules ou autres, est-ce qu'il serait possible de lancer un véritable business e-commerce avec moins de 1000 euros? Alors c'est une question un petit peu un petit peu comment dire, un petit peu qui peut sembler un petit peu dénué de sens, mais
est-ce qu'avec une enveloppe de moins de 1000 euros, quelqu'un peut mettre en place une boutique en ligne? Alors après, c'est pas pour ça que la boutique sera un succès, puisque ça va dépendre du produit, du prix de vente, de la concurrence, etc., etc. Mais avec une enveloppe de moins de 1000 euros, d'après toi, est-ce que tu penses qu'on peut créer un système qui fonctionne? Euh, et j'ai envie de dire oui, parce que le principe de PrestaShop, c'est ça aussi, c'est que tu peux te lancer gratuitement, et clairement, techniquement, c'est faisable, donc il suffit de s'y mettre et de travailler sur le truc, et voilà. Après, tout dépend quand même d'où vous partez. Si pour vous, ouvrir vos mails, c'est compliqué, ça va être compliqué d'installer un PrestaShop quand même. Faut être conscient de ce genre de choses. Faut un minimum de connaissances techniques. Faut pas Voilà. forcément être développeur, mais faut un minimum. Voilà, moi clairement, quand j'ai décidé de vendre mes modules, j'ai lancé une boutique PrestaShop. Ça m'a pris 2 heures. J'ai mis la boutique sur un serveur, j'ai mis mes produits et voilà. Et ça m'a rien coûté. Évidemment, j'ai les compétences pour le faire, mais c'est surtout parce que je connaissais l'outil en fait. Il n'y a pas eu besoin de compétences particulières pour le faire. Donc clairement, en fait, si vous y passez du temps, vous allez y arriver. Maintenant, la question que moi j'aimerais poser aux gens qui justement que la question que tu poses les intéresse vachement parce que justement ils veulent pas trop mettre 1000 euros parce qu'ils savent pas trop. J'ai envie de leur dire, si vous voulez pas investir 1000 euros en fait pour vous lancer dans le e-commerce, c'est que vous croyez suffisamment pas en votre projet. Parce que 1000 euros, c'est quand même pas la fin du monde. En règle générale, on va pas se retrouver dans la rue parce qu'on a investi 1000 euros. De toute façon, le e-commerce sera pas là pour vous sauver de l'expulsion. Ça, vous ne gagnerez pas de l'argent assez vite pour vous sauver de l'expulsion. Donc, si vous ne pouvez plus payer votre loyer, donc clairement, si vous pouvez pas investir 1000 euros, c'est que vous croyez pas assez en votre projet. Donc, il y a plusieurs problèmes qui se posent. C'est que déjà, si vous croyez pas en votre projet, vous aurez jamais la constance pour pour faire les efforts, parce qu'il y a du travail à faire. Mettre la boutique en ligne, c'est une chose, mais c'est que le point de départ. Il y a encore plein de choses à faire derrière. Il y a du travail, il y aura aussi des péripéties, il y aura aussi des problèmes. Il faudra que vous tombiez, que vous vous releviez, etc. Donc, clairement, si vous n'avez pas la capacité ou pas l'envie en fait de mettre 1000 euros, c'est que vous n'aurez pas l'énergie pour faire tout ce qu'il y a derrière. Et la deuxième chose aussi, je ne sais plus d'où je sors cette citation, mais c'est vous devez être la première personne à croire en vous parce que sinon personne d'autre ne le fera en fait. Oui. Donc si vous croyez pas en votre projet, il y a personne d'autre qui viendra acheter vos produits en fait. Si vous pensez pas que ça va marcher, il y a pas de raison que les gens achètent chez vous, vu que vous allez pas transmettre cette énergie et cette dans tout ce que vous allez faire, vous allez pas le faire en fait, vous allez pas le faire suffisamment à fond pour que les gens croient en ce que vous faites. Donc Alors, clairement, en fait, ce que t'expliques, c'est un petit peu, bon, je donnais 1000 euros pour donner une valeur concrète, mais ce qui est important de comprendre, c'est que la valeur que vous allez dépenser, que ce soit en temps ou en argent, faut que vous soyez capable d'augmenter son potentiel avec le temps pour mettre les efforts nécessaires dans le développement de votre boutique. Alors que ce soit en temps ou en argent, parce que si vous avez de l'argent, vous ferez appel à des prestataires qui feront le boulot de façon qualitative, mais si vous n'avez pas d'argent, il va falloir vous former pour acquérir des compétences qui vont vous permettre de faire vous-même ce que vous ne pouvez pas payer à un prestataire. Mais dans les deux cas, il y a une valeur, il y a une dépense à faire, que ce soit en temps ou en argent. C'est un petit peu ce que tu expliques, quoi. En fait, il y a trois choses. C'est le temps, l'argent et l'énergie. Pourquoi je parle d'énergie? Si on revient rapidement à ce qu'on disait au début, quand moi j'avais mal au dos, je manquais ni d'argent ni de temps. Ce que je manquais, c'était d'énergie, parce que mon corps me permettait plus de faire les choses. Ça, c'est à prendre en compte si voilà, si vous êtes quelqu'un qui avait des problèmes physiques ou des problèmes de concentration, etc., et que vous pouvez pas travailler très longtemps. Quand je dis très longtemps, enfin que vous n'êtes pas capable de vous concentrer suffisamment longtemps, vous n'avez pas l'énergie pour le faire, ça va être un vrai problème aussi parce que le e-commerce va vous demander du temps quand même pour réussir. Après, attention, hein, il y a plein d'exemples de e-commerce qui fonctionnent très bien et qui tournent en très peu de temps, en très peu de travail et qui font très bien leur job et les gens gagnent beaucoup d'argent. Ça existe et c'est une réalité. Hein. On peut très bien gagner sa vie sans travailler beaucoup avec l'e-commerce, mais très certainement pas au départ. Il y a eu beaucoup de travail de fait avant d'en arriver à ce stade-là. Et ça, faut en être conscient. Je reviens sur le fait de mettre 1000 euros. C'est vrai on peut considérer que le temps va remplacer l'argent à un moment. C'est vrai dans plein de cas.
Mais ce que j'ai constaté aussi, c'est que si on n'est pas prêt à investir une des trois valeurs, le temps, l'énergie ou l'argent, eh bien, il faut pas s'attendre à ce que nos clients aient envie de faire la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, ça va fonctionner un peu en miroir. C'est-à-dire que si moi, je veux pas investir de l'argent dans ma boutique, il y a peu de chances que les gens aient envie d'investir de l'argent dans mes produits, en fait. Tu vois. Et si j'ai pas envie d'investir du tout du temps, il y a peu de chances que mes clients prennent le temps de bien comprendre mes produits avant de les utiliser, prennent le temps de bien lire mes fiches produits pour savoir si c'est le bon produit que je vais acheter, etc. J'ai évidemment rien pour prouver ça, mais c'est quelque chose que moi j'ai constaté dans mon entreprise et que en discutant avec des personnes que je suis et des personnes qui me forment, etc. Clairement, c'est quelque chose qui revient assez souvent. C'est que si toi il y a quelque chose que tu veux pas donner parmi ces trois valeurs, faut pas s'attendre à le recevoir en retour, en fait. Ouais, c'est une très bonne comparaison. Je te la piquerai à l'occasion. Mais c'est plutôt pas mal. Et ton triptyque aussi est de temps, argent, énergie, temps, argent. C'est plutôt c'est effectivement ça, quoi. Alors moi, je tiens pas compte de l'énergie puisque je l'inclus par défaut dans le temps qu'on va y consacrer. Mais c'est important de le souligner aussi. Il faut effectivement investir de l'énergie, du temps et de l'argent. Et en fonction de vos moyens, vous allez tirer plus ou moins sur l'une des trois cordes, quoi. Faudrait faire un podcast complet sur ça, mais clairement l'énergie c'est pas du tout quelque chose d'ésotérique. Moi j'en ai eu vraiment conscience avec ce problème de mal de dos. En fait, quand tu as une douleur lancinante comme ça, tu peux comparer ça à une fuite d'énergie. Et quand t'as plus d'énergie, ton bocal est vide, il faut que tu ailles dormir pour qu'il se remplisse, en fait. Tu vois, pour schématiser la chose. Mais une fois que tu as bien schématisé ça, moi j'ai pris le temps derrière de comprendre partout où je perdais de l'énergie. Par exemple, quand je buvais une tasse de café, je buvais beaucoup de café comme plein de gens sur leur ordinateur. Quand je buvais beaucoup de café, je me rendais compte qu'en fait j'avais un gros pic d'énergie, mais ce pic d'énergie c'était pas un supplément, c'était que ça pompait dans ma réserve d'énergie, tu vois. Et au final j'avais un pic d'énergie pendant 20 minutes et derrière j'avais un creux pendant une heure et demie. Et au final j'étais pas du tout productif avec ça. Rien que de changer ça en fait, tu sens que tu as une énergie plus constante sur toute la journée et tu peux faire plus de tâches à la fin. Et il y a plein de choses comme ça que j'ai étudiées et que tu peux optimiser ton énergie en fait. C'est beaucoup de discipline, mais clairement quand tu as identifié ça, tu te rends compte que l'énergie c'est pas juste le temps en fait. Le temps c'est vraiment une valeur à part, quoi. Ouais, mais après clairement j'étais incapable d'identifier ça avant d'avoir ce problème que j'ai eu. Et je pense que c'est assez difficile pour quelqu'un qui n'a pas eu ce problème-là de l'identifier. Ah, mais du coup, c'est très intéressant pour cette personne-là d'écouter ton retour d'expérience. Donc c'est là tout l'objet de l'épisode. Et donc maintenant qu'on a monté notre boutique en ligne avec notre enveloppe de 1 000 €, d'après toi, quels sont les canaux d'acquisition les plus rentables, alors en ce qui concerne le rapport coût-acquisition, que ce soit le SEO, les publicités sur les réseaux sociaux ou autres, quels sont les canaux les plus rentables d'après toi? Alors, sans comparaison possible, mais en même temps je vais prêcher pour ma paroisse, c'est le référencement naturel. Parce que clairement, en fait, le travail que tu fais en référencement naturel, il est cumulatif, c'est-à-dire que tout ce que tu vas faire, il y a un temps de latence, c'est-à-dire que tu vas peut-être travailler, améliorer tes fiches produits et il va rien se passer pendant 6 mois, mais une fois que tu auras amélioré tes positions dans Google, je parle souvent que de Google, tellement il est prédominant, mais globalement c'est valable avec tous les moteurs de recherche. Une fois que tu auras amélioré tes positions dans Google, en fait, à moins que tes concurrents fassent de meilleurs efforts que toi, tu vas y rester en fait. Et du coup, en fait, ce trafic, il va être gratuit. Donc, c'est difficile d'avoir quelque chose de plus rentable que le référencement naturel, parce qu'il y a très peu de choses qui arrivent gratuitement, mais le référencement naturel t'amène du trafic gratuit une fois que tu as fait le travail. Sur le temps. C'est plus long, par contre. Mais ça prend du temps. Et c'est à la fois un avantage et un inconvénient. C'est que une fois que t'as un trafic qui vient par le référencement naturel, qui est stable, et bien en fait tu peux t'appuyer dessus pour faire des investissements parce que tu sais combien ça va te générer de ventes, etc. Donc c'est vraiment très confortable pour une entreprise et c'est rassurant et ça fait une entreprise plus solide. D'un autre côté, tu peux pas te dire ok, je vais bosser le référencement naturel à fond parce que j'ai besoin de tant de trafic dans 2 mois ou dans 3 mois. C'est toujours difficile de mesurer la croissance que tu vas avoir en fait avec le référencement naturel. Donc
il y a le pour et le contre, mais au final, quand même, quand tu as un site bien référencé, tu vas avoir un flux continu, et si tu continues ton référencement, un flux continu et croissant de trafic qui va être gratuit et donc tu peux pas rivaliser en termes de rentabilité avec les autres canaux d'acquisition. Après, si tu prends la publicité, ça a un avantage absolument gigantesque qui est l'instantanéité. Tu fais une publicité, dans les 2 heures ou dans l'heure, tu as le trafic qui arrive sur ton site et tu peux écouler ton stock de produits qui te gênent parce que tu as besoin de cet espace-là pour ajouter d'autres produits. Tu vois, c'est des choses qui sont plus difficiles à faire avec le référencement naturel. Donc c'est à utiliser pour d'autres stratégies, la publicité. Mais par contre, clairement, le coût d'acquisition, le coût de chaque client, ça va te coûter beaucoup plus cher d'obtenir chaque client. Et après, tu as les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, tu peux te débrouiller de façon à ce que ce soit gratuit. Mais le problème, c'est que chaque action que tu fais ne perdure pas en fait dans le temps. Elle va disparaître très rapidement. En fait, chaque action que tu vas faire, elle va durer quelques heures. Elle va t'amener un petit pic de trafic et il faudra que tu en refasses une autre à chaque fois pour amener à ce pic de trafic. Donc c'est encore une autre façon. C'est extrêmement demandeur de temps. D'un autre côté, c'est un autre avantage que les deux autres n'ont pas vraiment. C'est l'effet boule de neige qui fait un peu rêver des réseaux sociaux, entre guillemets le buzz. C'est que voilà, il y a des fois, dans les actions que tu vas faire dans les réseaux sociaux, tu vas avoir une pépite qui va exploser tous tes scores par rapport aux autres. Maintenant, c'est très difficile de monter un business en se disant je vais m'appuyer sur des pépites qui fonctionnent et tu sais pas pourquoi elles fonctionnent. Et en règle générale, c'est impossible de déterminer pourquoi un truc a autant de succès, enfin fait le buzz en gros, ou a un effet boule de neige. Parce que justement, en règle générale, c'est parce qu'il est tellement atypique qu'il fonctionne. Et c'est assez difficile de systématiser des choses atypiques, en fait, tout simplement. Ouais, j'ai un petit peu la même position que toi là-dessus. Je prêche plutôt pour le SEO, mais néanmoins, j'ai l'habitude de conseiller tous les autres canaux d'acquisition, que ce soit la publicité sur les réseaux sociaux, les influenceurs, le SEA, donc tout ce qui est achat de liens sponsorisés sur Google et autres, comme extrêmement complémentaire à une stratégie SEO en fait, puisque ponctuellement on va pouvoir accentuer la promotion de certains produits, de certains services via la publicité payante. Contrairement au SEO qui va être lui plus linéaire et à vocation à amener du trafic sur le moyen long terme quoi. C'est ça, mais à partir du moment où tu sais que tu as 3000 visiteurs par mois qui viennent de chez Google, que ces 3000 visiteurs te font 3000 ou 4000 euros de vente ou 2000 euros de vente, bah tu sais que dans le mois, tu peux investir 1000 euros de publicité sans te mettre dans le rouge et qu'il n'y aura pas de risque en fait, parce que le mois suivant, tu auras encore cet argent et ces visiteurs qui viennent depuis ton référencement naturel. Donc c'est un coussin de confort en fait, c'est qu'en gros, tu peux faire ton investissement publicitaire en ayant la sécurité derrière que de toute façon, tu te mets pas dans le rouge, tu vas pas couler parce que t'as investi trop en fait avec la publicité. Et l'autre avantage aussi que tu as en référencement, et notamment c'est une des choses qui m'a bien aidé moi quand j'ai eu mon problème, c'est que pour une raison X ou Y, tu n'as plus de trésorerie ou tu ne peux plus travailler, ton trafic ne dépend pas de toi en fait. Il est indépendant ton trafic. Quand je disais il est gratuit, ça veut dire gratuit aussi bien en termes d'argent, de temps et d'énergie. Il arrive quoi qu'il se passe. C'est que même si tu pars, t'es en vacances ou même si t'es alité parce que tu peux pas te lever de ton lit, les gens viendront chez toi et viendront acheter tes produits. Donc, tu trouves quelqu'un pour faire l'emballage de tes produits et de les envoyer, si on parle d'un e-commerçant, et t'as toujours de l'argent qui rentre, et toi, t'as le temps de te remettre de ce qui t'arrive parce que t'es alité, quoi. En publicité, tu peux pas. Si t'as plus de trésorerie. On pourrait parler d'acquisition passive dans le cas du SEO. Voilà. C'est que si on prend l'exemple de la publicité, si t'as plus de trésorerie, parce que t'as eu une grosse galère, dans les exemples de galères qui peut arriver, moi, il m'en est arrivé une cette année, c'est que je me suis fait pirater l'intégralité de mes sites. Et du coup j'ai perdu pas mal de ventes, etc., tu vois. Clairement, bon, pour le coup, j'ai pas eu de problème de trésorerie à ce niveau-là, mais si t'arrives un problème qui est vraiment impactant sur ton entreprise et que tu n'as plus de trésorerie et que ton seul moyen d'acquisition c'est la publicité, tu es totalement coincé en fait. C'est que tu ne peux pas investir pour gagner de l'argent. Et du coup, t'es complètement coincé, tu vois, t'as un effet boule de neige inversé, si tu veux, un cercle vicieux qui fait que tu peux pas te sortir de ce problème-là. Et pour les réseaux sociaux, c'est un peu ce que je disais, si t'es alité et que tout le trafic qui vient de chacune de tes actions,
Dès que tu ne peux pas travailler, en fait, tu n'as pas de trafic et du coup, tu n'as pas de vente. Donc, tout à fait, ouais. c'est assez compliqué. Le référencement naturel a ce gros avantage d'être une grosse sécurité une fois que tu es bien positionné. Ça tourne tout seul et c'est un bon moyen justement d'avoir quelque chose de solution pérenne en fait. Oui, tout à fait. Alors après, il y a quand même un bémol sur le SEO, même si je suis totalement de ton avis. C'est qu'on est quand même dépendant des règles de Google, mais dans la mesure où on fait pas de choses un petit peu black hat ou un petit peu pirate, quoi. Voilà, il n'y a pas de raison d'être déclassé par Google tant qu'on est dans les guidelines, quoi. Alors après, c'est pareil, on pourrait faire un podcast complet sur le sujet. C'est clair. Et surtout que c'est vraiment le plus la partie que je maîtrise le plus, sur laquelle je travaille le plus maintenant. Clairement, en fait, les lignes directrices que Google impose depuis le début, elles ont pratiquement pas changé en fait. Là où ça change, c'est les solutions qui permettaient d'arnaquer Google qui ne fonctionnent plus parce que Google s'améliore en fait. Moi, la façon dont je fais le référencement naturel, c'est que je me dis que voilà, Google, ce qu'il attend, c'est qu'on produise des contenus qui vont intéresser ses utilisateurs. Il n'y a pas plus compliqué en fait à comprendre. Si tu essaies de faire ça, tu vas améliorer ton référencement. Tu vas peut-être pas l'améliorer aussi vite que si tu trouves la dernière petite astuce qui permet d'arnaquer Google et que lui, il y voit du feu. Par contre, tu sais pas combien de temps elle va tenir cette astuce. Donc je dis pas qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre, c'est simplement un choix stratégique. C'est est-ce que tu veux t'améliorer vite et par contre tu vas peut-être retomber du jour au lendemain sans raison, ok. Ou est-ce que tu veux t'améliorer plus doucement, mais sans prendre de risque que Google justement te pénalise ton site. Maintenant, voilà, l'idée c'est que si on regarde bien les règles depuis le début de Google et que tu suis les règles de manière, enfin que tu suis les guidelines classiques de Google, il n'y a pas trop de risques à avoir avec 5 ans. Donc une fois qu'on a acquis du trafic sur le site via le SEO et d'autres moyens, quels sont selon toi les meilleurs éléments de réassurance qu'un e-commerçant peut mettre sur son site pour justement rassurer ses utilisateurs et les inciter à acheter sur son propre site plutôt que sur Amazon par exemple? Après, il y a des choses classiques qu'il faut mettre, qui coûtent vraiment pas cher à mettre. Je pense pas que ça améliore, mais je pense que si tu les mets pas, ça détériore la confiance que les gens peuvent avoir dans ton site. Ça va être évidemment les éléments, les logos de carte bleue, etc. En termes de moyens de paiement, c'est quand même vachement intéressant d'avoir PayPal parce que les gens sont très habitués à PayPal. Alors je dis PayPal en plus de la carte bleue qui est classique, mais PayPal ça rassure aussi les gens parce qu'ils savent que PayPal a une politique de protection des personnes qui l'utilisent. Alors clairement, il y a beaucoup d'e-commerçants qui se plaignent de PayPal, qui disent ouais, mais voilà, le moindre problème, les gens ils font un litige sur PayPal et puis du coup, nous on n'est pas payé. Je suis d'accord, ça fonctionne comme ça et c'est assez pénible et obtenir ces gains de cause sur ces litiges est compliqué avec PayPal. Maintenant, faut faire le calcul entre si je mets PayPal et que j'ai des litiges, combien je gagne d'argent et combien j'en perds, et si je mets pas PayPal, combien je perds d'argent en fait. Ouais, combien j'en gagne ou pas plutôt, ouais, tout voilà. à fait. C'est ça. Et en règle générale, c'est les gens qui voient pas qui voulaient payer avec PayPal et qui voient pas PayPal font pas forcément l'effort de payer en carte bleue en fait. Il y a aussi le côté extrêmement simple de payer avec PayPal. Je vous invite à faire le test, hein. Mais payer en carte bleue, c'est rentrer son code et recevoir souvent un SMS sur son téléphone qui chez moi ne capte pas, donc il faut que je le renvoie 2 fois. C'est pénible, il y a des fois ça plante et c'est insupportable, voilà. Le fameux 3D Secure. Voilà, qui est très bien, mais chez moi ça capte pas, il faut que j'aille me balader dans la maison avec le téléphone au-dessus de la tête, tu vois. C'est très simple pour acheter un produit. Oui, quand t'as le bouton PayPal, si t'es déjà connecté, c'est un clic, t'as acheté et voilà, c'est réglé quoi. Il y a plein de gens qui fonctionnent comme ça, à la simplicité, et le e-commerce c'est quand même de la simplicité au départ, donc faut aussi garder ça en tête, je pense. Donc clairement, moi je mettrais forcément PayPal dans les moyens de paiement. Et puis dans les choses qui rassurent, et ça pour moi il n'y a pas photo par rapport à tout le reste, c'est les commentaires sur les fiches produits. Il faut que vous ayez des commentaires sur les fiches produits et le plus possible. Plus vous avez de commentaires, c'est une preuve sociale. Plus vous avez de commentaires, plus ça rassure les gens et plus les gens dans les commentaires donnent des informations que vous n'auriez pas données dans votre fiche produit par vous-même.
ce qui va encore rassurer et convaincre vos clients d'acheter en fait. Ouais, c'est super intéressant. C'est voilà quelques éléments à mettre si les personnes qui nous écoutent n'ont pas encore franchi le cap d'ajouter le moyen de paiement par PayPal ou autre élément de réassurance. Voilà, c'est au moins des pistes de réflexion sur lesquelles. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu tout l'univers du e-commerce, avant de conclure, on va parler de l'avenir. Comment toi tu vois l'avenir du e-commerce en France et dans le monde, mais on va plutôt parler de la France et de l'Europe éventuellement, dans les années à venir, en ce qui concerne les réglementations, éventuellement l'évolution de la TVA, les frais de douane, les règlements de différentes choses. Comment tu vois l'avenir du e-commerce en France, et avec aussi l'essor des grosses plateformes comme Amazon, mais aussi Cdiscount et toutes les marketplaces qu'on connaît. Comment tu vois l'avenir du e-commerce en France? Sur réglementation, douane et TVA, c'est assez difficile, enfin, pour moi, c'est assez difficile d'imaginer comment ça va se passer. Pour plusieurs raisons, c'est que c'est vraiment pas là où je suis le plus fort, tout ce qui va être réglementation, etc. Et aussi parce que les choix qui sont faits vont parfois complètement à l'opposé de ce qui est logique. Donc, je dois pas réfléchir de la même façon que la plupart des gens qui mettent en place les réglementations et toutes les histoires de TVA, etc. Donc, difficile de juger là-dessus. Maintenant, clairement, c'est que le e-commerce est est toujours en croissance depuis, je ne sais plus combien, depuis le début en fait, il est en croissance forte, et c'est loin de s'arrêter. Ça va continuer clairement. Pourquoi? Parce qu'on a des solutions comme PrestaShop et Shopify qui sont là et qui simplifient grandement les choses pour se lancer. Donc on va avoir de plus en plus de gens qui vont se lancer. Et les gens qui vont se lancer, il y en a qui vont pas réussir, mais ce sera pas un drame, ils pourront le refaire dans 2 ans. Et parmi ceux qui vont se lancer, il y en a certains qui vont bien réussir. Voilà, il va y avoir de plus en plus justement par rapport à ce que tu disais, par rapport à Amazon, les gros sites, etc., qui sont là pour proposer un volume et puis une habitude d'aller acheter chez eux. Je pense que nous, là où il va falloir qu'on se différencie en tant que petit e-commerçant, ça va être les services qu'on va proposer. Je parlais de l'expertise qu'on va avoir par rapport aux produits qu'on vend. Clairement, quand on va, je sais pas, quand on va chez le e-commerçant, quand on va chez le commerçant lambda, enfin pas lambda, le e-commerce, quand on va chez quelqu'un pour acheter un produit, soit on achète le produit pour le prix le moins cher possible et puis voilà, soit on va acheter le produit pour que ce soit le produit qui réponde parfaitement à notre besoin. Et je pense qu'il faut qu'on soit les plus forts là-dessus en tant que petit e-commerçant. C'est qu'on sache proposer les bons produits à la bonne personne, et ça va passer peut-être par du conseil au départ. Il y a plein de façons de faire du conseil. Ça peut être les chats qu'on peut voir, les mini-chats qu'on peut voir dans les boutiques en ligne, qui peuvent conseiller au moment du choix du produit, au moment de l'achat. Ça peut être d'avoir un blog de conseil qui va permettre de bien définir la problématique, que le client soit capable de définir lui-même sa problématique et donc quel produit il doit acheter. Ça peut être plein de choses comme ça. Et je pense qu'il faut pas se limiter en termes d'imagination, parce que là je donne des conseils comme le blog, le mini-chat qui sont assez classiques, mais ça peut aller par plein de choses en fait. Il va falloir, je pense, étoffer son catalogue de services aux clients pour qu'ils soient plus prêts à acheter chez nous plutôt que chez des gros concurrents comme Amazon qui au final brassent beaucoup de volume mais offrent pas tant de services que ça au final. Oui, puis spécialistes de pas grand chose, comme tu le disais tout à l'heure, ils font du volume mais ne sont pas spécialistes d'un domaine en particulier, et c'est important aussi, j'en parlais dans l'épisode, je sais pas si c'est le dernier ou celui de la semaine d'avant encore, mais de vraiment se démarquer de façon à impacter la mémoire de l'utilisateur, savoir que quand il vient chez vous, il va avoir alors peut-être du conseil avant achat, mais le moyen aussi, selon moi, est important. Alors on parle souvent du chat, comme tu l'as cité, des manières un petit peu classiques de faire et du SAV, service après-vente, mais aussi du conseil avant achat. Je partageais un outil, je sais pas si tu connais, Bonjoro, qui permet de faire de l'email, plutôt d'envoyer des vidéos par email via ton smartphone. C'est-à-dire en quelques clics, je t'invite, si tu connais pas, à aller jeter un œil. J'ai regardé, c'est intéressant. Bonjoro, Bonjoro, c'est un service canadien, si je me trompe pas, et qui te permet de, juste en quelques clics depuis ton téléphone, d'enregistrer une réponse à un mail que tu as reçu au format vidéo, et de renvoyer ta réponse sous forme vidéo par email, mais c'est une vidéo qui va être inclue dans le mail, à ton client ou à ton prospect. Et c'est un moyen aussi, alors forcément tu vas lui apporter la réponse que
t'aurais pu lui apporter par un simple mail classique ou par chat, mais le fait de voir ta tête lui répondre en direct et puis de façon personnalisée, je pense que ça peut impacter la mémoire de ton prospect et il se rappellera plus facilement de ton service ou de ton conseil avant-vente que si tu lui avais simplement répondu par chat, quoi. Oui, clairement. Toi, dans les choses que j'ai pu faire, moi, par exemple, avec mes produits, mes modules mes plugins PrestaShop que je vends, c'est que j'ai fait ce qu'on appelle un webinaire. C'est tout simplement, en fait, j'ai filmé mon écran en expliquant ce qu'on pouvait faire avec un de mes modules. Voilà, j'ai expliqué toutes les différentes idées que j'avais qu'on pouvait faire avec mon module et c'était pas limité à ça, on pouvait faire encore bien plus de choses, mais j'ai présenté 10 idées qu'on pouvait faire avec mon module et à la fin j'ai montré comment les faire avec mon module en filmant mon écran et j'ai invité les gens à venir voir cette conférence. C'était pas une vidéo, c'était une conférence en direct et à la fin, pour remercier ces gens-là d'avoir vu la conférence, j'ai fait une petite réduction sur le module. C'est quelque chose qui m'a pas pris beaucoup de temps. Le temps de le faire et au final je crois que j'ai fait 2000 € en fait sur 1800 ou 2000 € sur cette conférence qui a duré à peu près 1h30. Alors attention, hein, c'est comme toujours, hein, la conférence a duré 1h30, mais il y a eu des slides à préparer quand même oui, t'as de la préparation avant, bien sûr, oui. Et puis aussi il fallait pouvoir contacter les gens. Je les ai contactés via ma mailing list, d'où encore l'intérêt de ne pas vendre que sur Amazon, parce que si t'es sur Amazon tu n'as pas de mail, tu peux pas avoir les contacts de tes clients. Moi j'ai les contacts de mes clients, mais voilà, c'est des choses que j'ai fait. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si on va sur ma boutique de modules, on a un descriptif qui essaie d'expliquer très clairement ce que fait le module, on a une vidéo de présentation, etc. Mais c'est encore différent, c'est encore un format différent que j'ai proposé, et surtout j'ai donné des informations encore que je n'avais pas données avant, et j'ai pu répondre en direct aux questions des gens et leur montrer directement comment faire. Et c'est pas limité à des produits numériques comme j'ai pu le faire, parce que là j'ai filmé mon écran, mais on peut très bien faire la même chose en se filmant soi-même avec une webcam et en montrant le produit. On peut avoir des produits qui sont un peu compliqués à utiliser, et on peut faire une démonstration en live et justement les gens posent des questions dans le chat pendant la conférence et on leur montre en direct comment ça fonctionne. Et les gens qui posent la question et on leur montre oui, vous pouvez le faire avec ça et c'est très simple, en 3 mouvements on le fait, c'est des gens qui seront prêts à acheter derrière, surtout si en plus pour les remercier on leur propose une réduction et qui les incite à acheter sur le moment en fait. Donc clairement il y a plein de choses qu'on peut faire et Amazon ne fera pas ça parce qu'ils ont trop une politique de volume et ça leur demanderait tellement d'efforts d'aller faire ça. Ils vont peut-être faire ça sur des produits qui sont les leurs comme le Kindle ou des choses comme ça, peut-être qu'ils iraient sur des services comme ça, mais pas sur les produits que vous allez vendre et qui vont se retrouver aussi sur Amazon. Ils n'auront pas la possibilité ni le temps de faire ça en fait. Ouais. Donc c'est important de se démarquer et d'offrir une expérience différente, quoi. Clairement. Alors pour conclure, on arrive à 1h30 d'épisode. Je crois qu'on a battu le record du podcast. Cool. Si tu avais 3 bonnes pratiques, 3 habitudes à recommander à un e-commerçant qui se lance, ce serait quoi ces trois pratiques, ces 3 habitudes ? Un e-commerçant qui se lance, alors dans les bonnes pratiques, c'est déjà de ou des habitudes, une routine ou quelque chose qui fait que tu peux pérenniser ton business. C'est de pas conclure trop vite en fait. Les gens ont tendance à faire une action marketing ou telle chose et puis ça n'a pas de résultat. En règle générale, c'est tout à fait normal que les premières fois, et quand je dis les premières fois, ça peut être les 5, 6, 7 premières fois, ça fonctionne pas. Faut prendre l'habitude de faire les choses, les analyser et les corriger. Et parfois, les premières fois, c'est assez difficile d'analyser parce qu'on n'a pas la compétence encore pour comprendre ce qui a fonctionné ou pas. Et dans ce cas, il suffit juste de le refaire en modifiant un élément et on va commencer à pouvoir identifier ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas. Donc en fait, plutôt que d'aller dans plein de directions, essayer plein de choses, en choisir une et la tester plusieurs fois ou pendant une bonne période de temps pour déjà voir ce qui fonctionne ou pas. Ça pourrait être une des premières bonnes pratiques à avoir, je pense. Ensuite, c'est clairement poser des objectifs. Ça, c'est quelque chose que je vois dans énormément des commerçants qui me contactent, en fait. Ils ont à peu près aucun objectif, en fait. Alors, je vais pas m'étaler sur comment on pose des bons objectifs. Je vous invite à faire des recherches. Aussi faire l'objet d'un épisode. C'est quelque chose d'assez intéressant. Mais je vous invite déjà à vous poser la question, est-ce que vous avez des objectifs? Et si vous n'en avez pas, à faire des recherches sur Internet pour comment poser des objectifs. Mais là encore, il y a une citation que je vais sûrement mal dire, mais c'est une citation de Sénèque, si je dis pas de bêtises.
il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il veut aller en fait. J'adore cette citation et je me la remémore très souvent quand je fais des choses. Parce qu'en fait, le vent favorable, c'est quoi? C'est une opportunité, tout simplement. Et vous êtes incapable de saisir une opportunité si vous savez pas si cette opportunité va vous amener vers ce que vous voulez, vu que vous ne savez pas vers quoi vous voulez aller, en fait. Si vous avez décidé que un de vos objectifs, c'était je sais pas, d'augmenter votre catalogue de produits, par exemple, de X références, eh bien, ça va vous permettre de définir quelles sont les actions qui vont vous amener vers cet objectif-là. Si par contre, vous n'avez pas d'objectif clair, vous savez pas quelle action prendre. Et clairement, il faut poser des objectifs. Et en plus, là, on est en début d'année. Donc, si vous écoutez le podcast en début d'année, il est encore temps d'en poser. Posez-vous des objectifs. Sinon, vous allez avancer, mais dans tous les sens, et vous allez peut-être revenir au point de départ, en fait. Donc, voilà ce que je conseillerais dans les deux choses les plus importantes. D'accord. Et la troisième, si tu en as une, sinon c'est pas grave. Une troisième, après, c'est que j'en ai plein. C'est laquelle serait la troisième? Alors la meilleure, la plus importante. Non, la plus importante, je pense, c'est les objectifs dans ce que j'ai dit, Oui. pour moi. Après, une troisième. Peut-être La ça peut troisième, être. revenir sur ce qu'on a dit au départ, c'est que c'est vous, votre entreprise, vous êtes là, sûrement le maillon le plus important, mais aussi le plus faible de l'entreprise. C'est-à-dire que si vous cassez, vous allez, votre entreprise, ça va vraiment être compliqué. Il faut prendre conscience de ça, et ça implique deux choses. Ça implique plusieurs choses. La première, c'est de vous ménager, donc aussi bien psychologiquement que physiquement. Je vous invite à réécouter le début du podcast où j'explique justement que moi, je me suis vraiment cassé le dos à trop travailler et à travailler pas forcément intelligemment. Et la deuxième chose que ça implique, c'est aussi, quand vous avez la capacité de le faire, de vous ressortir un petit peu de l'entreprise, d'essayer d'avoir une vision du dessus en fait, et de vous dire ok, où est-ce que moi je pourrais essayer d'arrêter d'intervenir pour que le jour où moi je peux pas, ça continue à tourner sans moi en fait. Si je reprends l'exemple de ma boutique en ligne, actuellement elle tourne pas encore complètement sans moi, mais j'ai besoin de travailler que 1 à 2 heures par semaine dessus pour qu'elle fonctionne. Les modules, comme je disais, j'ai pas de livraison, donc ça c'est directement automatisé. Mais toute la partie SAV est déléguée. J'ai créé une équipe qui travaille avec moi là-dessus. Le référencement naturel m'amène des clients automatiquement. Donc en fait, moi j'ai juste une petite intervention à faire sur certains points de SAV assez pointus en fait. Mais sinon, pour le reste, tout est automatisé. Et la boutique, elle peut tourner comme ça. Et du coup, ça me laisse évidemment une grande liberté. Mais au-delà du fait de me laisser une liberté, ça me laisse la garantie que si j'ai un nouveau problème de dos ou un nouveau problème autre, en fait, j'aurai quand même ça qui tourne à côté et j'aurai juste à faire 1 heure de travail par semaine ou 2 heures par semaine pour continuer à avoir mes revenus en fait. Ouais, donc tu as sécurisé un petit peu la colonne vertébrale de ton business qui n'est plus uniquement toi, mais qui repose désormais en partie sur toi, mais sur aussi la délégation que tu as faite avec ton équipe qui gère le SAV entre autres, et tout ce dont on a parlé pendant l'épisode, quoi. C'est ça. C'est si on peut plus si on peut plus travailler dans son entreprise, qu'est-ce qui s'écroule et qu'est-ce qui tient en fait. Et l'idéal c'est qu'il y ait un maximum de choses qui tiennent encore sans nous en fait. Bien écoute, ça sera le mot de la fin, qui est un bon conseil, je pense. On a abordé les problématiques qui sont, je pense, que beaucoup de personnes se posent régulièrement. Est-ce que tu peux nous expliquer ou nous dire où on peut te retrouver sur Internet, sur Facebook, ton site, les réseaux sociaux? En fait, on peut me retrouver sur mon site réussirmonicommerce.fr avec des tirets entre chaque mot de réussir mon e-commerce. D'accord, écoute, je mettrai le lien dans les notes de l'épisode sur marketing301.net. Tu as peut-être une page Facebook ou autre? La page Facebook, elle s'appelle réussirmonicommerce.fr. Ok, tout simplement. Voilà. Écoute Olivier, je te remercie pour l'échange. Je pense que cet échange aura aidé, ou en tout cas je l'espère, pas mal des auditeurs qui nous écoutent. Je te remercie et j'espère peut-être à bientôt dans les nouveaux locaux de Marketing 301. Ça marche. Merci à toi. À bientôt Olivier. Ciao. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez me le faire savoir ou que vous avez des questions sur certains sujets que nous avons abordés avec Olivier, vous pouvez laisser un commentaire directement sur les notes de l'épisode sur marketing301.net/21.
Vous y trouverez également les liens vers toutes les ressources qui ont été citées au cours de l'épisode. De plus, si vous êtes un utilisateur de PrestaShop, j'en profite pour vous offrir une ressource gratuite que j'ai mis plusieurs semaines à préparer. Il s'agit d'un guide PDF totalement gratuit dans lequel je vous explique comment outrepasser certaines limites statistiques offertes par PrestaShop. Notamment, vous verrez comment sortir un listing complet de vos clients qui n'ont passé qu'une seule commande sur votre site depuis leur inscription, ce qui peut par exemple vous servir pour mettre en place une campagne de relance extrêmement ciblée. Vous pourrez également découvrir comment extraire la liste complète des produits de votre site ainsi que toutes les images de vos produits dans le cadre d'une migration par exemple sans avoir besoin d'acheter un module d'export de produits. Vous y trouverez également d'autres astuces qui pourront vous permettre d'aborder votre marketing sous un autre angle. Pour télécharger ce guide, qui je le rappelle est totalement gratuit, rendez-vous sur marketing301.net/PrestaShop. Sur ce, je vous souhaite comme d'habitude une excellente semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Marketing 301.